Tu sais, il y avait cette mode au collège-lycée d'avoir une mobilette. En Le termes Pony de... Ninja. Bien sûr, le Pony Ninja, excuse-moi. Ouais. On reconnaît le puriste. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, nouvelle petite interview où je reçois Spades, chroniqueur sur divers podcasts qu'il nous détaillera, mais aussi fondateur du label Audioactif. Salut Spades, comment tu vas? Très bien, et toi? Bah écoute, très bien, très content de te recevoir. Je t'ai dit déjà un peu en off que voilà, je connaissais ton travail et ce que tu faisais et j'avais hâte de pouvoir échanger avec toi. Spades, chroniqueur, producteur sur enfin sur la sphère podcast, est-ce que tu pourrais nous détailler un peu ce que tu produis? Donc en gros, je suis le fondateur d'un label qui s'appelle Audioactif, qui est un regroupement de différents podcasts. Et pourquoi? Parce que tout simplement, je suis podcasteur, déjà à la base en tant que chroniqueur au sein de Etis, le podcast qui est depuis devenu Décennies, Ouais. parce on partait trop en dehors des années 80 pour rester crédible en tant que Etis. Et donc j'ai lancé différents projets, dont celui qui est le plus viable à l'heure actuelle est Comicsphère, un podcast dédié aux comics, mais qui traite en fait de la culture comics et de la culture pop en général, plus que de traiter d'un titre En particulier. personnellement, quoi. Ouais. Et cette idée de te mettre à produire du contenu, elle t'est venue comment? C'était à force d'en parler avec des copains, avec des passionnés, c'est où? C'est un peu compliqué, c'est une longue histoire. Ah, Donc en gros, ça faisait des années que que j'avais envie en fait de participer à la création de contenu sur Internet. mhm. Et donc, j'ai rejoint un site de jeux vidéo qui s'appelle Gameblog, même si Ouais. je sais que ce nom n'est pas en odeur de sainteté auprès de la communauté. Mais donc, à cette époque-là, en fait, Gameblog avait une très très forte communauté qui était hyper active. C'est notamment là qu'est né aussi La Casse Rétro, qui est Ouais. donc un podcast de copains. J'ai collaboré sur des projets avec Laurent, donc enfin Enfin, de ouais. La Casse Rétro notamment. Et vraiment, il y avait une véritable émulsion. Et moi, en fait, je me préparais à devenir youtubeur. Et Mhm. le truc, en fait, c'est que donc Mikado Twix, qui avait lancé le podcast Etis le podcast, m'a contacté, m'a dit écoute, on va faire un épisode, on a envie de savoir si tu voudrais venir en invité. J'y ai été, puis en fait, ça va faire 7 ans que je suis chez Etis. Invité récurrent depuis Euh, 7 ans, du coup. Voilà, ouais, bah en fait, je suis devenu le producteur de l'émission Ouais. maintenant. Et donc le host, je vais être plus en tant que présentateur qu'en tant que chroniqueur parce que ça me laisse un peu plus de temps pour travailler sur les montages et Bien sûr. compagnie. Et donc à côté de ça, j'ai Comicsphère qui me prend beaucoup de temps. J'ai plein de projets en tête. J'aimerais faire une participation sur YouTube. Aussi des chroniques pop culture, mais c'est particulière par rapport à ce qui se fait actuellement. Ouais. Et malheureusement, le temps n'est pas extensible, quoi. Et du coup, ouais, t'as quand même en tête un format que tu pourrais proposer sur YouTube pour tes chroniques pop culture. Quelque chose, il y aurait ta patte à toi et... Voilà. Oui, oui. En fait, le concept, si un jour je le sors, devrait s'appeler Original Things. Ouais. Donc référence au Original Sins, le péché originel. Et tout simplement, en fait, c'est de prendre un sujet de pop culture et de revenir à la source. En fait, par exemple, tu prends Jurassic Park qui est très influencé par le travail donc de Sir Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, et notamment du Monde Perdu qu'il a écrit. Et en fait, de retracer tout le trajet qui a mené à ça. De pourquoi, en fait, c'est devenu une œuvre de pop culture importante et même le contexte des dinosaures a une importance particulière, surtout pour notre génération, quoi, qu'on grandit dans les années 80 et 90. Ouais, bien sûr. Après, quand j'entends ton pitch, alors c'est super vendeur, mais tu sais, je me mets un peu de ton côté et je me dis, le travail en amont de recherche à faire, ça doit être quand même quelque chose d'assez énorme. D'où ta formule, le temps n'est pas extensible, que je comprends tout à fait. Tu connais mon problème, mais en fait, c'est tout simplement exactement le projet que j'avais il y a 7 ans en arrière, en Ouais. 2013, quand je suis devenu podcasteur. Simplement, la formule, elle n'a pas cessé de mûrir dans ma tête. C'est vraiment un Mm. projet que j'aimerais réaliser. Pas forcément devant la caméra, plutôt avare en images. Là, je te fais vraiment une faveur d'être là en vidéo aujourd'hui. Le truc, c'est que vraiment, ouais,
À la base, le présentateur aurait dû être un personnage à la Doctor Who qui s'appelait l'archiviste, qui aurait dû arriver avec une mise en scène pour présenter une œuvre que tout le monde connaît aujourd'hui, d'expliquer d'où ça vient. Par exemple, Batman, tu remontes à Zorro, mais Zorro n'est pas le premier héros de ce style-là, et revenir à la racine à chaque fois. Ah, super intéressant. Et puis ça permet vraiment de, je vais pas dire de démystifier, mais au moins de pouvoir comprendre comment on arrivait à avoir une œuvre, par exemple comme Jurassic Park, si on reprend ton exemple. Donc ouais, c'est super intéressant. Ce que j'espère, c'est que ça arrivera un jour. Hein. De toute manière, l'idée est balancée, donc si quelqu'un veut la reprendre, amusez-vous. Ah oui, mais après, c'est ton petit bébé aussi, hein. C'est ton petit bébé, ça serait bien que ça soit toi aussi. Je préfère que ça soit fait par quelqu'un plutôt que moi, je ne puisse jamais le faire. Ouais, bien sûr, mais après, il faut aussi que ça soit bien fait. C'est le même principe pour les podcasts. C'est souvent que je lance des concepts plus ou moins farfelus sur Twitter. Et au final, c'est des projets, oui, farfelus, mais des projets que, oui, j'aimerais faire et que je sais que j'ai absolument pas le temps ou le talent pour faire. Tiens, je vais faire une petite digression par rapport à Décennies. Figure-toi que c'est grâce ou à cause de Décennies que je me suis mis en partie à faire ces petites interviews avec des gens. Parce que il y a de ça quelques mois, vous aviez fait un appel à candidature pour Décennies. Et moi, je vous écoutais régulièrement et je me suis dit, ça pourrait être sympa. Mais avant, jamais je m'étais imaginé de pouvoir, modestement apporter quelque chose et à parler de sujets divers et variés. Et bon, ça c'est pas fait, mais ça c'est pas un souci. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je proposerais pas quelque chose qui me ressemble moi? Et du coup, je me suis mis à aider des gens pour la programmation réseau sur YouTube. Et après, je me suis dit, ça c'est sympa, ça aide les gens, mais j'aimerais bien aussi me faire plaisir et puis parler de choses qui me plaisent, à savoir la pop culture et le jeu vidéo plus précisément pour moi. Et je me suis mis à faire ces interviews, donc merci à Décennies, merci à toi au final pour ça. Merci, c'est gentil, ça touche. Mais déjà, en fait, tu as dit le truc principal pour rentrer à Décennies, c'est faire quelque chose qui te ressemble. Oui, bien sûr. En fait, Décennies, tu viens pas juste pour suivre la formule qui a été lancée, c'est chaque personne qui est venue dans l'équipe a apporté une touche personnelle. Avant que j'arrive dans Décennies, c'était un podcast qui était très très orienté nostalgie, nostalgie pure et dure. Moi, je suis arrivé en ayant en fait une connaissance de pop culture qui était un peu plus étendue que les copains, et j'ai apporté ma touche et ça a changé un peu la formule. Yetcha, Wiz, qui sont arrivés juste après, ont apporté leur touche aussi, et tous ceux qui ont mis les mains à la pâte de Décennies apportent quelque chose. C'est pas une formule figée, ça évolue avec le temps. Là, on a eu quelques petits soucis récemment, donc les candidatures ont été un peu mises de côté, mais certains des postulants, je viens de les contacter, puis on va lancer des trucs, et on a choisi des profils qui vont apporter quelque chose de très très intéressant. Ouais, que ce soit pas un miroir d'une autre personne, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter sa propre touche et sa propre expérience sur son vécu ou non, sur les années 80 et 90, quoi. Mais après, à savoir, ça c'est bon pour tous les auditeurs, si vous avez une envie de faire une émission de Décennies, vous avez un sujet que vous aimez parler, on est totalement ouvert à vos propositions. Vous pouvez envoyer en chroniqueur d'un soir, quoi, si... Voilà, vous avez une émission où vraiment, tiens, j'aimerais bien parler de ce sujet particulier. Proposez-vous, hein. Si nous, ça nous intéresse aussi, si je trouve si on a suffisamment de chroniqueurs pour faire une émission, ça sera cool, quoi. Ah, super. De toute manière, je mettrai dans la description les liens vers tes réseaux et puis vers le mail de contact de Décennies si tu veux. Du coup, on a parlé de Décennies et de Comicsphère où là, comme tu dis, tu traites de la pop culture au travers différents héros de comics. Audioactif, quand tu l'as créé, c'était un peu pour fédérer et pouvoir proposer une solution à d'autres personnes qui veulent se lancer dans le podcast. Tout à fait. En fait, le truc, c'est que tout simplement, on est tous podcasteurs indépendants, on est des podcasteurs qui font ça par passion. Il n'y a aucun d'entre nous qui est rémunéré. Il doit y avoir James et Faye qui ont un Tipeee. Si vous voulez les aider, n'hésitez pas à y aller. Mais c'est tout. En dehors de ça, on fait vraiment ça parce qu'on aime ce qu'on fait. Et le truc, c'est que plus fort, on est forcément, ensemble, on est forcément plus fort, tout simplement. Et on galérait chacun de notre côté. Pourtant, on était
tous copains, quoi. VHS, les projets que Murdoch faisait, donc c'est qui en pôle, moi Comics Faire, et ça s'est tout créé autour de Décennies réellement. Et le truc, c'était juste ça, c'était proposer une solution aux copains. Donc, tous les podcasts du groupe qui n'avaient pas de blog, aujourd'hui ont un blog qui est hébergé chez Audioactive. J'ai créé un site spécialement pour ça. On essaie de trouver des solutions techniques en cas de besoin. Là, avec le confinement, par exemple, tu prends les copains de Backlog ou de Podmonstre Trésor qui enregistraient en présentiel. C'est devenu vraiment beaucoup plus dur que ça. On avait du matos à gauche, à droite, et on a fait des colis, puis on a envoyé ça aux copains pour qu'ils puissent s'enregistrer tranquillement. Et c'est vraiment notre philosophie, c'est l'entraide à fond. Mais l'entraide, elle se limite pas qu'au groupe Audioactive. Audioactive, c'est que nous, parce qu'on cherche personne d'autre au final. Mais si tu viens te présenter à la porte, si tu es quelqu'un qu'on apprécie de base, on te refusera pas. Et même sans rentrer dans Audioactive, tu as besoin d'un coup de main. Tu viens, tu nous appelles à l'aide. Si on peut t'aider, on le fera. Ça, je l'avais vu. Enfin, je te connais pas personnellement, mais il y a de ça quelques semaines sur Twitter, j'avais posté un truc comme quoi je songeais peut-être à mettre mes interviews à un autre format, peut-être sous une forme podcast ou quoi. Tout de suite, tu m'avais contacté pour savoir si j'avais besoin d'un coup de main ou quoi. Et voilà, déjà merci à toi. Et voilà, on voit vraiment que t'es plus orienté sur la bienveillance et puis le partage plutôt que sur la célébrité et la richesse grâce au podcast, quoi, on va dire. T'as pas ce côté vénal. La richesse grâce au podcast, elle marche surtout par ce qu'on appelle le brand content. Tu fais une émission à destination d'un client qui est une marque. En dehors de ça, tu as très peu de chances de gagner ta vie avec le podcast. Faut vraiment être dans le 1% des podcasteurs les plus écoutés pour vraiment que ça soit profitable. Après, tu as ceux qui bataillent pour essayer de faire partie de ce 1%, puis tu as ceux qui, comme moi, savent que de toute manière, c'est une perte de temps, puis comme je le disais tout à l'heure, le temps est pas extensible. Donc, je préfère même pas essayer, faire mon truc tranquille de mon côté. Je préfère être fier de mon contenu, fier de mes actes en tant que podcasteur et producteur, plutôt que de perdre du temps à essayer d'avoir un sponsor. C'est super intéressant ce que tu dis, Spades. Et du coup, j'aurais voulu savoir si ton label ou tes podcasts, vous avez déjà été sollicités par des marques ou des tierces personnes pour parler de leur contenu et être rémunérés en contrepartie. Donc sollicité, oui, on l'a été. Ouais. Comics Faire. D'accord. On a fait une émission sur une intégrale de Zap Comics, donc le comics underground de Robert Crumb, qui est un mythe du comics underground. Et donc c'est les éditions Stara qui nous ont contactés pour nous demander si ça nous intéressait de faire une émission rémunérée. Non, au contraire, on a même participé de notre poche à leur revue pour financer le projet. C'est comme je disais tout à l'heure, on est prêt à aider tout le monde. Ouais. Même les petits éditeurs comme les éditions Stara, si elles ont forcément besoin d'un coup de main parce que c'est vraiment des petites structures. Si nous on peut aider, sachant qu'en plus un jour ou l'autre on serait venu à parler de Robert Crumb, là c'était l'occasion parfaite, ça nous a permis de les aider, tant mieux. D'accord. Sans transition aucune, on va maintenant s'intéresser un peu à toi. Et du coup, comme je t'ai parlé un peu en off, de ton rapport avec le jouet ou le jeu vidéo, comment le petit Spades, donc au début des années 80, je pense, comment est-ce qu'il a découvert le jeu vidéo ? Ça, c'est une grande histoire. En fait, tout simplement par les jeux électroniques. J'avais une vraie passion pour les jeux électroniques étant tout petit, bien avant que les Game Boy existent. Certains appellent ça des Game & Watch. Mais en fait, ils vont réduire uniquement la collection Nintendo à chaque fois. Alors que non, en fait, ma mère, elle allait au marché, elle me ramenait une plaquette avec 5 jeux électroniques qui lui avaient coûté 100 francs pour mon anniversaire. Moi, j'étais plus heureux des gamins, quoi. C'était un bouffe-pile. C'était quoi ? C'était les trucs genre un peu Tiger Shinobi, des trucs comme ça, ou c'est... C'était des trucs dans ce style-là, ouais, mais avec 10 ans d'avance, quoi, sur les Tigers, quoi. C'était vraiment les premiers qui étaient très proches de ce que faisait Nintendo. Nintendo, c'était la Rolls-Royce du jeu électronique, quoi, oui, bien sûr. Game & Watch.
Et du coup, Et le t'avais quel âge premier, à peu près quand t'as commencé à jouer des jeux électroniques comme ça? Tu serais oh, je resitué devais avoir ouais, 4-5 ans dans ces Ouais, eaux-là. Le premier auquel j'ai touché, c'était un ami d'enfance, forcément, qui était italien et qui venait passer en fait ses vacances chez sa grand-mère, qui était ma voisine dans le HLM où je vivais. Il est ouais. venu avec justement Donkey Kong dans Game Watch. C'était mon premier contact aux jeux vidéo, vraiment. D'accord. Et du coup, quand t'as découvert ça, t'as été séduit par ce jeu, ça t'a tout de suite happé, ou tu t'es dit, ouais, t'as joué 5 minutes, c'est marrant, et après t'es passé à autre chose? Non, ça m'a fasciné, hein, vraiment, ce type de jeu. Vraiment, même en dehors des jeux à graphisme, quelques années plus tard, en fait, le CE de l'usine où travaillait mon père, le CE, en fait, nous avait offert un jeu électronique, mais réellement un jeu qui s'appelle le Merlin, qui est en fait une sorte de... C'est un grand boîtier noir qui ressemble à un Ouais, téléphone. d'accord. T'as 9 touches et en fait, t'as plusieurs jeux avec ces 9 touches-là, quoi. Tu joues au Simon, tu joues au Memory, tu vas jouer à différents trucs comme ça, quoi. T'as plusieurs modes de jeu comme ça. Et Ouais. ce truc-là, pareil, ouais, je l'ai rincé comme pas possible, hein. Ça paraît très con dit comme ça, mais ouais, j'avais une vraie passion pour ces jeux solitaires. Ouais. En fait, gamin, j'étais déjà de nature solitaire. Et c'était ou les livres ou les jeux électroniques parce que c'était des trucs qui me demandaient pas d'avoir quelqu'un pour jouer, quoi. Depuis cette découverte, est-ce que le jeu vidéo c'est quelque chose qui t'a suivi, ou à un moment dans ta vie, pour diverses raisons, t'as mis ça de côté? Bah, c'est un parcours qui a été assez chaotique parce que donc après les jeux électroniques, je suis passé à la console, hein, comme tout le monde. Mhm. J'ai découvert la NES, Mario et Kung Fu. J'ai eu une Master System plus tard. Et début des années 90, en fait, j'ai découvert un tout autre monde du jeu vidéo qui a été le PC. Ouais. Et ça a complètement changé ma perception du jeu vidéo à tel point que je suis complètement passé à côté de la PlayStation 1. J'ai vraiment très très peu touché à la console. Enfin, même toutes les consoles CD post Mega Drive, on va dire, Ouais. jusqu'à la PS3, en fait, je ne les connais quasiment pas. Même la PS2, j'ai rarement joué. Ça me proposait des univers qui ne m'intéressaient plus. D'accord. Et c'est parce que tu jouais sur des jeux PC, ou c'est parce que ce que proposait le contenu de ces consoles ne t'intéressait pas? En fait, c'est tout simplement parce que l'univers des jeux PC était totalement des jeux différents des jeux consoles. Ouais. Et ça me proposait des jeux à très forte narration et c'est ça qui m'a plu. En fait, quand j'ai découvert le point and click, ça, c'est ouais, pouah, j'ai la tête qui a Ouais, bah explosé, oui. quoi, directement. Monkey Island, je l'ai rincé comme pas possible, ce jeu-là. Et vraiment, ouais, c'est retourner jouer à Mario après ça. Mario 64, je le trouve très bien. Je l'ai fait plus tard sur la DS Tank. Mais c'était pas l'univers dont j'avais besoin à cette époque-là, Ouais, quoi. Et je suis ça te vraiment correspondait pas, quoi. C'est. et je suis revenu en fait vers le jeu console à partir du moment où le jeu console et le jeu PC, t'as quasiment plus de distinction réelle dessus, quoi. D'accord. Du coup, là, on a vu ta découverte du jeu vidéo et comment tu as pu évoluer, comme tu l'as dit, de manière un peu chaotique. Si on faisait un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent, est-ce que aujourd'hui, tu es toujours joueur? Oui. Oui. Beaucoup moins que fut un temps, hein, Ouais. forcément, beaucoup moins de temps, comme je dis depuis le début. Sur PC, principalement à Overwatch. D'accord. Je suis très mauvais, mais j'adore ce jeu. Je suis épouvantable, mais je kiffe ce jeu, j'adore les persos, j'adore l'univers qui a été travaillé. Ouais. Je suis hyper frustré de voir qu'ils font rien narrativement avec Et avec justement, cet c'est ce que univers-là, j'allais dire, alors parce que c'est un peu à contrario de ce que tu m'as expliqué, parce que là, c'est un jeu où narrativement, t'as, pour ainsi dire, rien, et c'est un jeu en plus où t'es pas en solo, t'es en multi, donc c'est un peu l'inverse que ce que tu cherchais dans ta jeunesse. voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'il y a une véritable richesse du lore de Overwatch, comme avec tous les jeux Blizzard, hein, de toute façon, que ce soit Sûr. Diablo, Starcraft et compagnie, t'as un monde de fou. Et de voir qu'ils font rien, mais j'ai envie aller chez Blizzard et puis de caloter Decathlon, quoi. C'est fait quelque chose avec cette histoire. Il y a
c'est tellement prodigieux, les personnages en fait qui sont tellement bien écrits, ils sont tous plus ou moins attachants, mais tu trouves forcément des personnages auxquels tu vas adhérer. T'as des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense notamment à Mei, qui est donc une petite chinoise un peu boulotte. C'est absolument pas le stéréotype de personnage de jeu vidéo qu'on a habituellement. Ce personnage est tellement cool. Tu le détestes quand tu l'as en face de toi, mais il est tellement cool, quoi. Maintenant qu'on a vu ton cheminement dans le jeu vidéo, on va passer sur la partie Madeleine de Proust, un jeu ou une console qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Est-ce que tu aurais quelque chose à proposer ? Comme j'ai dit, j'ai possédé la Master System donc, fin des années 80, début des années 90, un cadeau de Noël qui m'avait été fait. Donc, faut se rappeler quand même que c'était 600 francs la console à l'époque. Ça paraît quasiment rien aujourd'hui, mais c'était beaucoup. Pour une famille d'ouvriers, c'était quand même c'était une somme. Et j'ai eu donc droit à 3 jeux avec la console. Oui, à l'époque, on avait des jeux avec les consoles, on avait même 2 manettes, hein. C'était dingue. Et donc, forcément, le Alex Kidd. Intégré dedans, il était, non intégré, ça, c'est Master System 2 que j'ai eu. D'accord. J'ai eu Sonic, qui était quand même cool. Et en fait, mes parents m'avaient acheté un jeu à côté. En fait, quand j'ai vu que c'était un Master System, j'étais déçu parce que moi, j'aurais voulu la NES. Ah. Parce que la NES, en fait, il y avait un jeu que j'aimais beaucoup sur la NES quand j'y jouais chez les copains. C'était Castlevania. Ah bah oui. Et t'as pas de Castlevania sur Master System. Eh ben, non, mais oui. En fait, t'as un jeu qui s'appelle Master of Darkness. D'accord. Qui est en fait un Castlevania-like. J'ai passé des heures et des heures dessus, quoi. Je me rappelle encore de la musique, et la musique Master System, faut vraiment vouloir pour l'avoir dans la tête. Oui. Bah, au moins, elle est inoubliable. Ouais. Mais non, Master of Darkness, c'est un jeu que j'ai poncé comme pas possible. Et c'était un jeu correct quand même à l'époque ou franchement, graphiquement, moi je le trouvais beau, quoi, pour l'époque. T'avais Alex Kidd à côté qui faisait Grismine, quoi. Ouais. Mais le truc, en fait, c'est qu'il y a une difficulté qui est un peu bizarre, parce que le jeu, plus tu avances, plus c'est dur, et t'arrives sur le boss final, et tu l'éclates en un quart de seconde. Le game design. En fait, le truc, si tu le butes comme t'es censé le buter, t'as un combat. Donc le combat final, c'est contre Dracula. Hein, l'histoire, c'est Dracula qui vient attaquer Londres, et toi, tu joues le professeur Harkness, un jeune psychologue qui décide de combattre les forces du mal. Oh. Donc tu vas aller tuer Jack l'Éventreur. Je cherche pas le scénario. Et le truc, en fait, c'est que tu as un système de double arme. Tu as une arme principale qui va te servir pour taper régulièrement. Et en fait, tu peux choisir une arme secondaire qui aura des munitions limitées. Du genre, tu as des bombes à envoyer, un pistolet avec quelques balles et compagnie. Et surtout, en fait, tu as un pieu que tu peux envoyer qui traverse tout l'écran. Et le truc, c'est que pour lancer l'arme secondaire, tu appuies sur O et tu appuies sur, de mémoire, ça devait être A. Et donc, tu envoyais ton arme secondaire. Et donc, pour le boss final, au lieu de le battre normalement, tu te démerdais pour avoir en arme secondaire les pieux, tu te mettais dans un coin de l'écran et tu bourrinais la touche et t'es mort. Très bien. Et pour ça. J'allais dire, de toute manière, c'est pas comme si on avait trop le choix. On n'allait pas acheter des jeux tous les jours à l'époque. On te filait ça, et tes prochains jeux, tu les avais pour ton anniversaire ou pour le prochain Noël, quoi. Donc c'était. Voilà, tout à fait. Ou alors quand t'arrivais à te les faire prêter, échanger avec les copains. Mais c'est ça. Et la preuve, hein, c'est que j'ai quand même fini Alex Kidd. Oui. Ça, fallait le vouloir hein, pour arriver à la fin d'Alex Kidd. Quand t'as que 3 jeux. Grand fou. Hein. Sinon, autre grosse Madeleine de Proust. Ouais. Il y a surtout la borne d'arcade Punisher versus Nick Fury. Un beat'em all de Capcom. Ce jeu-là, en fait, était dans le bar juste à côté de mon collège. Et tous les jours, avec mon meilleur ami, on allait faire une partie en sortant du collège, quoi. À tel point que
arrivé en troisième, le jeu, on le one life quoi, complètement. Ah oui, en une run, hop, on a une pause, on fait une run, et puis voilà. Et tu pouvais jouer en coop, un peu comme un Street of Rage ou pas? Oui, tout à fait, tu joues à 2. Tiens, d'ailleurs, petite digression avant d'enchaîner sur la partie questions-réponses. T'en as pensé quoi de la série Punisher là, qui est sortie récemment? Je ne l'ai pas vu. Parce que t'as pas voulu, ou parce que pas le temps, ou tu t'en fous? Parce que parce que je m'en fous en fait. Ouvertement, en fait, j'ai un vrai problème avec les blockbusters actuels et avec les adaptations de comics. Je n'aime pas ça viscéralement, donc je n'en regarde pas. Je laisse ça à ceux qui kiffent. Dans les séries Netflix, j'ai regardé la première saison de Daredevil. Ouais. J'ai trouvé ça très bien. J'ai regardé la saison 1 de Jessica Jones. J'ai pas réussi à finir. Je comprends. Je trouvais ça mal, mais ça ne m'intéressait pas. Et la saison 2 de Daredevil, j'ai fait fuck off, j'arrête. Autant la première saison, t'as des références à des runs. C'est moins obvious, quoi. Voilà, moi, le coup de. C'est même pas que c'est moins obvious, c'est que c'est moins appuyé. Le costume noir de Daredevil au début de la série, c'est tiré de la mini-série de Frank Miller et John Romita Jr., The Man Without Fear, où ils ont vraiment travaillé ce style-là. Ouais. C'était une très bonne idée. Par contre, la saison 2, t'as un épisode, le premier épisode où t'as le Punisher, justement. Ouais. Et c'est des références à l'histoire du Punisher, mais toutes les secondes. Je regardais l'épisode, mais j'étais en PLS, quoi, tellement j'en pouvais plus. C'est un peu comme regarder un film que ton meilleur pote a déjà vu, puis pendant tout le film, c'est bien, c'est bien. Oh, c'est vraiment, j'étais en PLS total, j'en pouvais plus, quoi. Du coup, en fait, le problème, si on peut dire que c'est un problème, c'est qu'en fait, tu sois, je vais pas dire puriste, mais trop connaisseur du lore, et au final, ça t'agace de voir ça, et je pense qu'une personne qui serait moins avertie que toi sur Daredevil peut la trouver beaucoup plus divertissante que toi, pour le coup. En fait, le truc, c'est que c'est des vannes qui sont faits justement à l'intention de personnes comme moi. Ah ouais, mais sauf que ça marche pas sur toi, quoi. Ouais, voilà, tu prends par exemple dans l'épisode où t'as Punisher qui apparaît, il est sur un toit avec un fusil, puis t'as un vieux qui monte et qui discute. Le vieux se rend compte que c'est un ancien militaire. Comment t'appelles, Frank? Welcome back, Frank. Welcome back, Frank, c'est le titre d'un des épisodes les plus cultes du Punisher. Et c'est comme ça tout le long de l'épisode. Mais je te dis, vraiment, j'étais pas bien, quoi. Tu fais un moment, putain, mais arrêtez. Et c'est en fait le problème que j'ai avec beaucoup de films de super-héros. C'est ce besoin de faire des clins d'œil constants aux fans. Regardez, vous voyez, on connaît notre sujet. Ouais, mais raconte ton histoire, quoi. Et j'ai un vrai problème avec ça. Et avec le blockbuster moderne, j'ai un vrai problème aussi avec ça, où ces films ne me parlent pas. Je suis plus du tout la cible. Et le fait que tu parles de blockbuster, cette fois-ci, ça nous offre une vraie transition vers la suite de cette petite interview, à savoir la partie questions-réponses. Le concept très original où je pose une question et où tu fais une réponse. Et pour cette première question, on va parler un peu des blockbusters du jeu vidéo, à savoir ce qu'on appelle les AAA. Il a été annoncé tout juste, quoi, que Star Wars, il va y avoir un jeu Star Wars fait par Ubisoft. Est-ce que c'est une nouvelle qui te hype, toi, ou tu t'en fous de ce genre de jeu? Je suis curieux. Ouais, je suis vraiment curieux. Autant les réactions des mecs qui ont taillé le jeu avant même qu'ils en aient vu la première image, parce que c'est Ubisoft, ça va être trop de la merde. Et puis qu'on sait que c'est les mêmes crétins qui vont les acheter. Pour pouvoir dire que c'est de la merde. Les gars, arrêtez d'engraisser un système si vous pouvez pas l'encadrer, tout simplement. Honnêtement, je suis curieux, j'attends de voir ça en blockbuster Lucas Game. Il y a plus l'annonce de Bethesda, moi qui me rend tout chose. C'est un jeu Indiana Jones, moi c'est ah oui. J'aime ce personnage. C'est un personnage qui est hyper important pour moi, Indy, parce que c'est vraiment un personnage qui m'a fait aimer la pop culture. Comme Star Wars, c'est vraiment deux franchises un peu sacrées avec des fans assez virulents, et c'est toujours un peu risqué d'essayer de les adapter parce que tu sais que quoi que tu fasses, tu auras une dose énorme de gens qui vont te
qui vont chier dessus. Mais justement, l'intérêt, c'est justement d'en avoir rien à foutre et de faire le meilleur jeu que tu puisses faire. Là, tu regardes l'annonce d'Indiana Jones par Bethesda, t'as les mecs, mais pourquoi faire un jeu d'Indiana Jones? Il y a Uncharted. Et là, tu t'es mis à pleurer un petit peu. Ah ouais, tu vois, c'est mon idée de Original Things. D'un côté, je me dis putain, faut vraiment leur expliquer la vie à ces gens-là. Bah ouais. Indie, c'est quand même la base d'Uncharted. Sans Indie, il n'y aurait pas Uncharted. Ouais. Mais ouais, le jeu va forcément souffrir de la comparaison avec Uncharted, ouais. Avec un Uncharted ou avec la série des Tomb Raider nouvelle génération. Moi, j'attends de voir ce qu'ils vont en faire. Pour les deux jeux, j'en attends une bonne histoire parce que ce soit l'univers Star Wars ou l'univers indie, quand même, c'est des jeux qui doivent proposer un vrai contenu narratif. Et c'est peut-être là-dessus qu'ils pourraient faire la différence. La seconde question, je te demande d'être concentré car elle te concerne. Spades, Twitch, ça en est où? J'hésite. J'attends d'avoir la fibre. Ah oui, bah oui. Bah, là, c'est une bonne excuse, là. Parce que c'est vrai que ça... Là aussi, j'ai une envie de faire du Twitch, notamment du jeu rétro, du jeu PC et surtout en fait du jeu de réflexion, ce qui est pas habituel hein, sur Twitch. Donc c'est un projet que tu penses qui aboutira à moyen terme, enfin dès que techniquement tu pourras le faire quoi. Techniquement, je devrais avoir la fibre cette année. Ah. Donc c'est pas impossible. D'ici la fin de l'année, il y a quelque chose qui se passe. D'accord, bah écoute, on va suivre ça alors. On va se replonger un peu dans les années 80-90. Et tu sais, il y avait cette mode collège-lycée d'avoir une meule, une mobilette. Je vais me permettre une petite analogie et tu vas me dire si tu valides ou pas du tout. Est-ce que tu penses que les personnes qui avaient à l'époque genre un 103 RCX Sport avec la barre coudée, le kit Bidalo et la peinture perso, et ben en termes de... Oui, bah oui, bien sûr, le Pony Ninja, excuse-moi. On reconnaît le puriste. Est-ce que tu penses que vous pourrez faire une analogie avec la PS1 ? Je m'explique. On s'en rappelle tous des jeux de PS1 comme quelque chose de joli, de révolutionnaire, et on a adoré s'éclater avec, mais après coup, on trouve que ça a plutôt pas mal vieilli, que ça fait assez beau, fait assez mal réussi au final. Franchement, ouais, grave. Tu rejoues au premier Tomb Raider, hein, pour rester dans les jeux dont on parlait tout à l'heure, mais tu pleures ta race. Hein, ça pique. Lara Croft, c'est un tractopelle. Hein. Ah oui. Alors que dans notre imaginaire, à l'époque, c'était Lara Croft. C'était hyper fluide, elle faisait des cascades de fou. On peut le mettre toute nue, il paraît qu'on peut le mettre toute nue. Enfin, c'était vraiment... le fameux plongeon dans la piscine dans le 2 pour essayer de la mettre à poil. Je sais pas si t'as vu Spades, mais les POG reviennent. Je sais pas si t'as vu cette actu. Pour toi, c'est quoi le plus bête ? Acheter 5€ un paquet de POG. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, un POG c'est un petit rond en carton. Ou acheter 80€ un jeu de PS5. Franchement, je crois que c'est plus con d'acheter 5€ les POG. Parce que avec 80€ le jeu PS5, t'as au moins une dizaine d'heures d'amusement garanti, quoi. Ouais, mais avec 80€ de POG, t'as aussi beaucoup d'amusement, ça t'en fait des POG, hein. Oh là, ouais. Déjà à l'époque, les POG, moi j'étais passé à côté, hein, donc... Ouais. Et puis ouais, 5€, sérieusement, c'était 5 francs. Hein, ouais, le coût de la vie, mon petit Space, le coût de la vie. Hein. Le carton coûte plus cher. Faut que je vais au grenier, si j'ai pas mes vieux POG, hein, je vais les revendre. Je me rappelle, dans les boîtes de BM, on avait même des POG volants. Tu sais, c'était des POG avec des petites entailles et tu pouvais les lancer. Des POG volants The Mask, j'avais. En parlant de PS5, tu m'as dit que du coup, tu t'es terminé à la console avec la PS4. Est-ce que tu as été intéressé par la PS5 et est-ce que tu l'as genre acheté Day One si tu l'as prise ? Non du tout en fait. Je connais assez le marché pour savoir que c'est une mauvaise idée de prendre une console Day One parce que déjà il y a pénurie de jeux. D'un côté ça rappelle les jeunes années quand t'avais un jeu pourri pour 6 mois et t'étais obligé de jouer avec. Hein, mais ouais. Ni la PS5 ni la Xbox One c'est X, putain ce nom de merde sérieusement. Ouais, la Xbox.
il n'y a aucune des deux consoles en fait qui a réussi à me convaincre. D'accord, donc ça sera peut-être plus tard en occasion ou... C'est là aujourd'hui, je serais plus parti pour m'acheter une GeForce RTX pour mon PC et puis c'est tout. Petit instant Comics Fair, parce qu'on va parler des héros de ton enfance. Oui. Est-ce que pour toi, il y aurait un héros de ton enfance qui n'a jamais eu une adaptation correcte en jeu vidéo et que tu rêverais d'avoir? Superman. Bah, il y a quand même eu Superman 64. D'ailleurs, oui, pour ça que je dis ça. Non, en fait, le truc, ouais, un jeu Superman, j'aimerais ça, mais il faut que ça soit fait intelligemment. Ils ont fait, par exemple, sur les Batman Arkham. Ouais. Et je trouvais ça brillant parce que les gars ont pas essayé de coller à Batman tel qu'il est réellement. Ils ont fait le truc à leur sauce. Ça fonctionne. Non, c'est vrai que c'est pas mal. Après, là où c'est compliqué avec Superman, enfin, tu vas me dire si je me plante ou si tu me rejoins, hein, on a le droit d'avoir des avis divergents, c'est que Superman, il est tellement fort que c'est compliqué de pouvoir calibrer un level design en fonction d'un personnage comme lui, quoi. Oui et non. Parce que ça revient exactement au cas de Batman Arkham Asylum, pour reprendre le premier. Batman, il commence son aventure, il a sa bite et son couteau, quoi, limite, hein, comme on dit. Et il va upgrader son potentiel au fur et à mesure du jeu. Ouais, c'est vrai, t'as raison. En fait, le truc, tout simplement, ce qu'il faudrait faire dans le jeu Superman, c'est dégommer ses pouvoirs d'entrée, puis qu'en fait, il les regagne progressivement. Et en fait, créer des phases de gameplay qui se servent des nouveaux pouvoirs au fur et à mesure. D'accord. Et est-ce que c'est arrivé ça parce que j'ai pas la connaissance que tu peux avoir sur ce personnage, est-ce que c'est arrivé dans l'histoire de Superman qu'il perde ses pouvoirs d'une manière supposée définitive et qu'il arrive à les retrouver par certains moyens? Il y a eu ce qu'on appelle un event, donc un événement éditorial où ils sortent plusieurs séries qui sont toutes les unes aux autres chez DC Comics, qui s'appelait Convergence. N'allez pas lire ça. C'est de la merde. Vraiment, hein, c'était nul. C'était absolument nul. Et le truc, c'est qu'il y a eu plein de mini-séries qui ont été faites en 2-3 épisodes à côté de ça, où justement on découvrait que différentes réalités avaient été arrachées, et puis il y avait eu des villes mises sous dôme. Et ça a été fait à un moment où en fait le Superman classique n'existait plus réellement. Ils avaient procédé à une réécriture de Superman avec ce qu'on appelle le New 52, qui était donc un relaunch de l'univers d'ici. Et le Superman, en fait, c'était pas le Superman tel que moi je l'avais connu toute ma vie. Et puis pour beaucoup, en fait, il y a quelque chose qui marchait pas avec ce personnage-là. Et Convergence, en fait, il y a une mini-série qui s'appelle Lois et Clark, qui reprend en fait le Superman classique alors qu'il est marié avec Lois. Ouais. Et ce Superman-là, en fait, faut savoir que Superman, il obtient ses pouvoirs à cause du rayonnement solaire. La ville étant sous dôme, il n'a plus aucun pouvoir. Ah. Et pourtant, malgré ça, ça l'a pas empêché de continuer à être un super-héros et à agir pour le bien. Et justement, suite à Convergence, le vrai Superman est revenu dans l'univers DC classique. Le Superman actuel, c'est le Superman classique. D'accord. Et l'intérêt sera en fait à peu près là pour un jeu vidéo. Tu crées une menace qui détruit les défenses de Superman. En fait, si tu le tabasses suffisamment fort, au bout d'un moment, c'est comme une batterie. Ouais, il faut qu'il se régénère, ouais. Et tu le coupes de toute source de rayonnement solaire. T'as juste un mec qui est obligé de se démerder dans un monde hostile pour essayer de sauver la situation, un mec qui peut pas s'empêcher de sauver la situation parce que c'est les valeurs qu'il a appris, de toujours venir à l'aide de ceux qui ont besoin de lui. Et en fait, au fur et à mesure, tu crées des phases où, par exemple, le ciel se découvre et plus de rayonnement solaire arrive, et plus de soleil arrive et plus le pouvoir de Superman augmente. Et il y a possibilité de faire. Ouais, donc il y aurait un vrai potentiel au final, ouais, pour créer une vraie franchise jeu vidéo Superman, quoi. Ouais. On va arriver, Spades, car le temps passe vite. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'on est déjà à 56 minutes. Ah, l'enfer du montage. Ah oui, ouais, t'inquiète, je connais. Alors, on va faire une émission, ça va durer une demi-heure, 3 heures plus tard. Oh, putain. Space, du coup, dernière question qui n'est pas vraiment une question, mais plus un exercice de style. Tu vas avoir 1 minute pour t'adresser
aux personnes qui aiment la pop culture et qui la chérissent. Donc ça, tu le fais régulièrement au travers de tes émissions. Sauf que tu vas devoir t'adresser à eux et les convaincre qu'il n'y a plus vraiment un grand intérêt à s'intéresser à la pop culture parce que c'est quelque chose qui est has-been. Ah, Ok. Bon, alors, tout simplement, il y a un moment, il faut grandir, les gens. Ça coûte cher, la pop culture. ouais. On a tous des besoins qui grandissent avec le temps, et qui nous permettent plus d'investir, malheureusement. Et on a des obligations familiales et on peut plus. C'est bien beau d'acheter des tonnes de bouquins comme je le fais, de jamais pouvoir les lire et de les regarder s'entasser, puis de se dire, mais un jour peut-être, et d'attendre la retraite, alors que le gouvernement nous recule la retraite à chaque fois et nous étend, en plus, c'est salopard. Ah oui, la pop culture, ça coûte cher. Ouais, c'est comme la cigarette. La pop culture tue, tout simplement. Faut arrêter. Eh ben, écoute, c'est plutôt pas mal. Je pense que tu auras convaincu les personnes de ne plus s'intéresser à tout ce que tu produis. Donc, c'était une très bonne publicité, cette interview pour ton contenu. Non, c'était pour s'amuser un petit peu et puis pour prendre un petit contre-pied. Par contre, je dois t'annoncer que là, on arrive sur la fin de cette petite interview. Et pour conclure, on va faire une ouverture sur ton actualité et des projets que tu as à court ou moyen terme. De quoi tu pourrais nous parler ? Donc là, on va relancer sérieusement Comics Fair qui était un peu en stand-by depuis le début de la saison avec mon copain Gray, parce que on avait tous les deux beaucoup de temps pris par nos obligations autres que le podcast. Je vais me reprendre en main Destinies parce que je suis passé producteur depuis peu et faut turbiner, puis il faut qu'on trouve des sujets compagnie. Donc, je relance l'appel. Si vous voulez faire une émission avec nous, vous avez un micro, vous avez un casque. Si vous avez un sujet qui nous branche, nous on est open. Super. Et donc pour Destinies, on a un numéro qui devrait sortir à la fin du mois. Ok, donc fin janvier. Voilà, fin janvier. On a 2-3 numéros en préparation aussi. Pour Destinies, pour Comics Fair, donc là on a un numéro qui se prépare aussi pour janvier, et on devrait avoir un gros sujet qui vient bientôt. D'accord. Et là on touche, on va parler de Maus en fait. D'accord, donc, oui. Un comics sur l'Holocauste et sur Auschwitz, donc même si on aime bien blaguer, là ça va pas être... ça va pas être la marade là. Non, ça va pas être la marade, mais le comics le mérite, et puis on a trouvé un angle assez intéressant pour traiter le comics. D'accord. Donc on espère que l'émission sera à la hauteur. En plus, on va se faire aider d'un copain qui est d'un autre podcast comics et qui est prof d'histoire, donc qui connaît son sujet aussi. Et puis c'est ça qui est vraiment cool dans le podcast, c'est que tout le monde est prêt à s'aider, et puis qu'il y a des gens qui ont une expertise, qui sont prêts à venir te filer un coup de main. Venez faire du podcast, c'est cool le podcast. D'accord. Je fais un petit cut, je vais te demander un truc que je pourrais couper si jamais tu souhaites pas répondre ou que t'as pas à répondre. Est-ce que sur l'année 2021, il y a d'autres personnes qui vont arriver sous le label audioactif, ou pour l'instant il n'y a rien de prévu à ce niveau-là ? On n'a rien de prévu à ce niveau-là, tout simplement parce que, comme j'ai dit, on cherche pas nous-mêmes à recruter. Ouais, c'est si quelqu'un se présente ou quoi. Ouais, si quelqu'un a besoin d'un espace blog, et puis que la personne a un comportement qui nous plaît, puis un tempérament aussi qui nous plaît, quoi. C'est sûr que si tu viens en disant j'ai envie de faire le 3e Reichcast, les cours, on va pas t'écrire dans Where. Tu m'étonnes. Mais en dehors de ça, à partir du moment où tu as besoin de notre aide, si on peut te l'apporter, on te l'apportera, quoi. Après, c'est dépendant du feeling. Si vraiment ça matche pas, ça matche pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune obligation de rester chez Audioactif ou pas. Si oui, c'est un contrat moral, quoi. Les gens sont là parce qu'ils ont envie d'y être et parce que tu veux qu'ils soient. Voilà, c'est vraiment... si vous avez vraiment besoin d'un espace de blog, si vous avez besoin de coups de main techniques, on est là pour filer un coup de main. Après, si tu viens pour me dire, j'ai envie de faire du podcast, mais ça me fait chier de faire du montage,
pas avec les copains. Bon, moi je parle et toi Spade, tu me fais tous mes montages, tu seras gentil. Voilà, je traîne sur suffisamment de groupes d'entraide de podcasts pour voir les demandes actuellement. Et ouais, je vais être clair, si vous avez rien envie de foutre, ne venez pas. C'est très problématique. Quand je vois un mec qui poste une annonce, ouais, je suis rappeur, je cherche un producteur, ouais, t'es sur un groupe de podcast, mec. Ah, ça pourrait être un angle intéressant, hein, faire un podcast en rap, mais bon. Oui, non, mais je suis d'accord, mais qu'ils viennent avec une idée, puis il oui. n'y a pas de problème. Mais le truc, voilà, c'est si vous voulez vraiment lancer un projet sérieusement, que vous avez besoin, quel que soit le sujet, hein, si c'est pas un sujet hyper touchy, comme je disais, pour déconner, le Reichcast et compagnie, c'est voilà, si vraiment ça dépasse nos convictions, on n'acceptera pas. Ouais, bien sûr. Mais à partir de là, t'es pas obligé d'être un podcast pop culture pour entrer chez Audioactif. On a quand même donc C'est qui en pôle, qui est un podcast sur la moto. Si vous voulez faire un podcast sportif, vous êtes tout à fait les bienvenus. Si on va vous expliquer comment faire pour enregistrer proprement si vous n'y arrivez pas. On va vous fournir des outils en cas de besoin. Après, pour les micros et casques, on peut en prêter de temps en temps, mais c'est du matériel qui s'appelle revient parce que nous, on a mis des sous à nous, hein, quand même. Faut avoir conscience que le podcast, c'est un investissement. YouTube, hein. C'est un investissement et t'as peu de retour derrière. Oui. Mais ouvertement, ouais, si vous voulez venir, la porte est grande ouverte. Très bien, Space. Eh bien, écoute, je te remercie du temps que tu as pris pour pouvoir participer à cette petite interview. Merci de l'invitation. Bah ouais. Et si tu me le permets, je mettrai, comme je t'avais dit tout à l'heure, tous les liens vers tes différents podcasts et réseaux dans les commentaires. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller faire un tour sur Audioactif et puis voir s'il y a des podcasts qui vous plaisent. Et si vous aimez la pop culture, bah, nul doute qu'il y en aura. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le partage, l'abonnement. C'est toujours plaisant de voir qu'on est soutenu pour le travail que l'on fait. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Salut Spades, salut YouTube. Ciao.